Loin des arnaqueurs à la petite semaine qui se contentent de maigres profits facilement accumulés, les escrocs en col blanc parviennent sur des années à s'accaparer des sommes mirobolantes. Les armes qu'ils utilisent relèvent systématiquement de la psychologie, notamment la persuasion et la séduction. Aujourd'hui, nous sommes dans une société du spectacle où l'imposteur est comme un poisson dans l'eau. Imbu de lui-même, la motivation de l'imposteur échappe souvent à toute rationalité. Pour lui, c'est quelque chose qui relève du jeu. Enfin, il y a bien sûr l'appât du gain, mais il y a un moment où l'appât du gain ne correspond plus à grand-chose. Est-ce que c'est l'argent qui motive tous les escrocs, tous les imposteurs? Je pense que c'est plutôt ce que représente l'argent. New York, le 11 décembre 2008, le FBI arrête l'un des financiers les plus respectés au monde, qui se révèle être un escroc d'envergure, Bernard Madoff, l'homme qui valait 50 milliards. L'arrestation de Madoff fait la une. Il y a très vite un sujet sur CNN qui dit tiens, le financier Bernard Madoff est arrêté par le FBI. On est dans cette période où il y a une crise financière majeure et donc tous les jours, on s'attend à ce qu'il y ait des faillites et puis ces victimes se disent bon, c'est pas grave. On a mis de l'argent chez lui, on va récupérer cet argent. Ils n'ont pas l'idée qu'il ne reste plus rien de cette montagne d'argent qu'ils lui ont confiée. Quand les gens vont comprendre ça, là, ça va très très mal se passer. Il y a des gens qui sont ruinés du jour au lendemain, donc qui veulent assassiner Madoff. Si les 19e et 20e siècles regorgent d'une multitude d'histoires d'escroqueries financières plus ou moins spectaculaires, c'est en ce début de 21e siècle aux États-Unis qu'explose la plus emblématique d'entre toutes, celle de Bernard Madoff. C'est un manipulateur. Il utilise sa capacité à séduire les gens comme moyen pour arriver à ses fins. Les personnes qui créent des sociétés pour Wall Street viennent en général de familles privilégiées. Ils sortent souvent des meilleures écoles et c'est ce qui garantit leur carrière dans le business de la finance. Madoff n'avait rien de cela. Pour tenter de comprendre comment cette gigantesque arnaque a pu durer plus de 20 ans et concerner autant de personnes, il est pertinent de se pencher sur les ressorts psychologiques et les motivations de ce criminel hors du commun. Et cela grâce aux témoignages exclusifs de ceux qui communiquent avec Bernard Madoff depuis plusieurs années. Parmi ces témoins, Eugène Soltès, professeur de management à Harvard. Il a publié un ouvrage sur les escrocs en col blanc, a échangé à de nombreuses reprises avec Madoff et a enregistré ses conversations. Starting from scratch type of entrepreneurial type of enterprise where, you know, you start out not exactly, at least in my part, not exactly sure what I wanted to do in life other than be a success. Contrairement à la plupart des cas de fraude, il connaissait ses victimes. C'était sa famille, c'était des amis, c'était des membres de la communauté juive. Finalement, il ne nuisait qu'à des personnes proches. C'est très différent de la plupart des affaires d'escroquerie en col blanc dans lesquelles les victimes sont très éloignées des criminels. En fait, ils n'ont pas vraiment à connaître ou à fréquenter leurs victimes pour leur causer du tort. Son arrestation arrive dans un contexte de crise après la plus grosse banqueroute de l'histoire de Wall Street, la chute de la banque d'affaires Lehman Brothers. La débâcle de Madoff est la faillite de trop. Le lendemain, il est relâché sous caution. Les petits et gros investisseurs sont à cran, les journalistes prêts au lynchage. La sociologue Colleen Herren correspond avec l'escroc depuis plus de 4 ans et prépare un livre sur l'affaire. Madoff est sorti de son appartement et les médias l'ont encerclé si étroitement qu'ils ne lui laissaient plus de place et l'ont bousculé pour obtenir leurs images. Les médias ont souvent décrit la colère des investisseurs comme de la rage. Il y avait une ambiance sulfureuse. Ils voulaient du sang, ils voulaient un lynchage. Vous aviez cet homme qui était le visage de Wall Street et qui incarne désormais le mal. Les investisseurs campaient devant chez lui et criaient « Bernie, il n'est pas trop tard, saute !» La presse le diabolise et le compare même au Joker de Batman. Chez les dizaines de milliers de victimes de l'escroquerie de Bernard Madoff, la nouvelle de cette fraude inimaginable provoque un séisme. C'était une tornade, un cyclone, un tsunami. Tout le monde était sidéré que cela puisse arriver.
Il ne pouvait pas croire que cet homme digne de confiance et qui était dans le business depuis si longtemps était en fait un imbécile. Ça a été cataclysmique. Sa place est en prison. Je veux qu'il reste dans une cellule, loin de son bel ordinateur et de son appartement à 7 millions de dollars. Dans notre groupe, il y a des gens qui n'ont aucune idée de l'endroit où ils vont habiter dans 2 ou 3 mois. Ils n'ont plus que 2 ou 3 mois d'argent d'avance. Helen Shetman est avocate de 300 des victimes de Bernard Madoff. Elle a également investi dans le fonds et se souvient du jour de l'arrestation. C'est un de ces moments que l'on n'oublie jamais, comme l'endroit où vous trouviez quand les avions se sont écrasés contre le World Trade Center. J'ai perdu toutes mes économies. Cela m'a pris 1 ou 2 semaines pour m'en remettre. C'était choquant. Nous allons nous glisser dans la tête de Bernard Madoff pour tenter de comprendre comment il a pu défier les plus grandes autorités du marché financier américain. C'est ici, sur la 3e avenue, dans le légendaire Lipstick Building, qu'il a installé son fonds d'investissement. Dans ses bureaux, il a orchestré une des plus grandes escroqueries du siècle. Jour après jour, pendant 20 ans, il a réussi à berner des dizaines de milliers de victimes. Tout repose sur une simple fraude pyramidale, appelée chaîne de Ponzi, du nom de Charles Ponzi, un immigré italien qui a recours à ce système dans les années 20. Charles Ponzi, un escroc sans le sou, fonde une société financière. Son slogan : prêtez-moi votre argent et vous toucherez 50% d'intérêt. En quelques semaines, 30 000 épargnants confient à Ponzi 10 millions de dollars. Sa fortune est fulgurante. La presse commence à avoir des doutes. Voilà ce que les enquêteurs découvrent. Avec l'argent des nouveaux clients, il rémunère ses anciens clients. C'est la première chaîne financière, la chaîne de Ponzi. Mais quand l'argent des nouveaux souscripteurs ne parvient pas à recouvrir les dividendes des anciens, tout s'effondre. Bernard Madoff a donc utilisé la même technique en apportant à ses clients des revenus réguliers avec un taux d'intérêt stable à plus de 10% grâce à l'argent des nouveaux arrivants. 6 clients à moi ont investi dans le fonds de Bernard Madoff. Ils n'ont pas placé leur argent via des fonds nourriciers, mais directement chez lui. L'ampleur de ces investissements allait, je pense, de 1,5 million de dollars pour le plus petit, peut-être 1,8 million. Et pour le plus important, cela se situait entre 75 et 80 millions de dollars. Plus de 10% d'intérêt dans le monde de la finance. C'est un rendement plus qu'intéressant. De quoi rendre tout de même méfiants certains gestionnaires de fortune qui ont eu la possibilité de le rencontrer. C'est le cas de l'un d'entre eux qui s'est entretenu avec lui en 2005. Le gestionnaire de fonds remarque que dans le bureau de Bernard Madoff, il y a une espèce de sculpture qui représente une vis. Le gestionnaire demande « Mais pourquoi une vis ?» Et Madoff de lui répondre « Alors en anglais, une vis, c'est a screw. Et dans le langage courant, to screw, pardon par avance, c'est baiser. » Et il va lui dire « It's a screw because I screw people. » C'est à Palm Beach, au nord de la Floride, que Bernard Madoff vient le week-end recruter ses nouvelles victimes. Une station balnéaire pour milliardaires, là où tout est chic et glamour. Entre palmiers et yachts, entre hôtels de luxe et clubs fermés. Avec des retraités prêts à investir dans des œuvres de charité comme dans des fonds financiers. C'est l'endroit où se mettent à la retraite des gens qui ont passé leur carrière à Wall Street. Donc ceux qu'il va recruter à Palm Beach et en Floride sont en réalité des gens issus de la même communauté, mais plutôt des retraités. Bon, Palm Beach et Chamonix, Genève, Saint-Tropez, une sorte de représentation générale des vieux riches et en plus avec des logiques relativement communautaires, c'est-à-dire que c'est un lieu très prisé de la communauté juive, donc on avait tout le monde sous la main. Bernard Madoff a compris rapidement les bénéfices qu'il pourrait tirer en intégrant cette communauté. Il aime se montrer dans les palaces et joue sur sa réputation de bon financier à Wall Street. Il affiche une apparente gentillesse,
À Palm Beach, on le surnomme Oncle Bernie. Bernard Madoff jouissait de la considération et de l'admiration du monde de Wall Street. C'était un insider, c'était quelqu'un qui était à l'intérieur du système. Les gens disaient « Bernie, quand même, il est fort, il sait faire des trucs que nous, on ne sait pas faire ». Et il a escroqué uniquement des gens qui étaient proches de lui, de la même communauté et à qui il faisait confiance. C'est ce qu'on appelle une fraude par affinité, c'est-à-dire qu'il a escroqué en particulier de façon impressionnante la communauté juive aux États-Unis. Il a escroqué des gens avec lesquels il jouait au golf, il a escroqué des gens avec lesquels il organisait des opérations de charité. Et sa grande force, ça a été ça. Madoff est quelqu'un de fascinant. L'étendue de ses crimes est gigantesque. À la fin, on a dénombré pas moins de 64 000 victimes qui ont soit investi directement ou via des fonds nourriciers. Il a placé l'argent de nombreuses familles royales et d'aristocrates en Europe. Et la question que l'on pose, c'est comment ce petit juif de New York a réussi à escroquer tant de gens. Bernard Madoff devient membre du Palm Beach Country Club, un lieu réservé aux ultra-riches philanthropes. Le ticket d'entrée s'élevait à 400 000 $ et vous deviez prouver que vous aviez donné l'équivalent aux œuvres de charité dans les 5 dernières années. Et cela, chaque année. Quand vous faites partie d'un club, surtout aux États-Unis, tout de suite, on vous fait beaucoup plus confiance. C'est une société qui est beaucoup plus ouverte, qui vous admet très facilement si vous avez une bonne réputation, si vous montrez que vous avez de l'argent. Et c'est comme ça qu'il a utilisé effectivement un espèce de vernis social qui lui a permis de recruter ses clients. C'est quelqu'un qui attire les autres. Il est cordial, il est intelligent, brillant, posé. Tellement gentil que tout le monde serait ravi de discuter avec lui. Il utilise tout ça pour prendre encore plus d'argent. S'il escroque des millionnaires de Floride, il attire également des célébrités prêtes à se jeter dans l'aventure. Steven Spielberg, John Malkovich, Elie Wiesel, tous pensent réaliser l'investissement du siècle. Comment a-t-il pu berner autant de gens avisés? Quelles sont ses techniques de séduction? Ils se disaient les uns aux autres à quel point il était extraordinaire. Donc Bernard Madoff n'avait pas à convaincre personnellement ses investisseurs. Ils se passaient tous le mot. « Hey, vous devriez faire partie du fonds Madoff parce que c'est 10 à 15% de rentabilité. Il est fantastique. » Cela se passait dans les synagogues, à Palm Beach, à Long Island. À n'importe quel moment, ils pouvaient récupérer leur mise. Il n'y avait aucun signe tangible qui pouvait laisser penser que c'était une escroquerie. Et il adopte toujours la même stratégie. Rendre son fonds exclusif, faire de sa victime une personne privilégiée et surtout se montrer inaccessible. Lorsque vous alliez voir Bernard Madoff, il allait vous répondre que, de toutes les manières, il n'avait pas de place pour accueillir vos fonds et que par conséquent, il ne pouvait pas travailler pour vous. Ce qui allait forcément générer de la frustration chez ses interlocuteurs. Le second contact, c'était ah bah finalement, 6 mois plus tard, j'ai peut-être un peu de place pour vous si vous voulez investir. Et là, le client était très content, flatté, et allait plutôt proposer d'investir le double. Et puis, il ajoutait surtout n'en parler à personne. Si vous dites à quelqu'un, que ce soit un enfant de 4 ans, non, tu n'auras pas ta sucette, ou un entrepreneur de 40 ans, non, je ne placerai pas ton argent, ils deviennent alors prêts à tout. C'est comme cela que Madoff a persuadé les gens d'investir. Il joue sur un réflexe très simple. Chaque investisseur veut toujours plus d'argent et un rendement le plus constant possible. Il n'avait pas besoin de prospecter de clients, les gens lui jetaient l'argent dans les bras. Ils voulaient tous faire partie de l'affaire. Si les riches investisseurs côtoient directement Madoff, d'autres plus modestes ne l'ont jamais rencontré, mais ont confié leur argent à des sociétés d'investissement qui l'ont placé dans le fonds Madoff. J'ai dit, mais qui est Bernard Madoff? Et quel rapport a-t-il avec moi? Le gestionnaire me répond alors, en fait, tout l'argent que vous avez investi dans le fonds nourricier a été placé chez Madoff.
et tout a disparu. J'étais un peu déstabilisé. J'ai perdu $400 000, donc je suis une des plus petites victimes. Stephen Greenspan est une victime collatérale de l'escroquerie. Ce psychologue, ironie du sort, travaille depuis longtemps sur le thème de la crédulité. Il a perdu dans cette histoire une partie de ses économies. Madoff ne promettait pas d'immenses retours sur investissement, ce qui était malin de sa part. 10% par an, pour toujours. C'était un très bon retour, meilleur que la plupart des investissements, mais loin des hedge funds qui promettaient 50 voire 100% par an. Il savait que le type de personne qu'il escroquait aurait été suspicieux à son égard s'il leur avait promis cela. Le retour sur investissement était bon, mais sans plus. Et c'est ça qui le rendait attractif. Donc c'était un bon psychologue. La plupart des criminels qui ont réussi sont de bons psychologues. Ils savent que les gens ont tendance à être crédules. Et ils savent aussi qu'ils seront trop policés pour dire « Attends une minute, tu mens, je ne peux pas te croire ». La question est, comment s'est-il arrangé pour entraîner autant de personnes dans son escroquerie? Il leur disait toujours « Je ne peux pas prendre votre argent, je ne peux plus en prendre ». À ce moment-là, il ne pouvait réellement plus engranger d'investissement et c'est, si on peut dire, une manière légitime de dire « Si vous investissez chez moi, je peux tout perdre, justement parce que je ne peux plus placer cet argent ». En quelque sorte, ça le protégeait. En se dédouanant de la sorte, Madoff a réussi à convaincre ses victimes, même les plus intelligentes. L'escroc, l'imposteur, révèle aussi, je dirais, l'avidité de celui qu'il berne. Donc il y a un rapport en miroir, souvent, entre, je dirais, les imposteurs, les escrocs, et puis leurs victimes. Vous avez besoin d'une forme de reconnaissance. Fréquenter Madoff, c'était une reconnaissance. Quelque part, elles se sont laissées abuser parce qu'elles y trouvaient un peu leur compte. Si ses victimes cherchent à capter l'attention de Madoff, lui, de son côté, les méprise. Il n'a aucune compassion pour ses victimes. De son point de vue, elles avaient obtenu plus que ce qu'elles méritaient. Ce que Bernard Madoff confirme dans ses enregistrements inédits depuis sa prison de Caroline du Nord. It was the people that came in very late in the game that got hurt. Did I make a lot of money for people? Yeah, I made a lot of money for people. You know, did people lose profits that they thought they made? Yes, but did they lose capital? I'm sure, I'm confident that when this thing is all finished, very few people, if any, will lose their principal. Bernard Madoff voit ses victimes de façon assez cynique. Pour les gens très riches, ils n'ont jamais mis toute leur fortune chez Madoff, donc ils considèrent que c'est pas très grave finalement. Puis pour les gens très modestes qu'il a ruinés, il a dit quand on vous promet 10% de rendement par an, c'est qu'il y a un loup et donc il fallait pas me faire confiance. Et donc il a un espèce de côté machiavélique comme ça, et sans scrupule, sans culpabilité. Et c'est ça qui est le moteur aussi de Bernard Madoff. Je pense qu'on peut pas être un grand escroc si on a un sentiment de culpabilité. Bernard Madoff a-t-il toujours été un être dénué de tout remords? D'où vient-il? Et quelles pourraient être les circonstances qui l'ont poussé à se lancer dans cette gigantesque escroquerie? Il donne lui-même depuis sa prison quelques éléments de réponse. Because of my beginnings and because I had been in a business that was hard to break into in a sense that it was controlled pretty much by, the establishment. And I clearly was an outsider of that establishment, not coming from, money or not certainly coming from even a connected family. Bernard Madoff est né en 1938 dans une modeste famille d'immigrants d'Europe de l'Est. Il a toujours souffert de ne pas être issu d'un milieu aisé qui lui aurait permis de suivre de bonnes études et de se constituer un réseau. Son environnement est assez quelconque, de la même manière que son enfance et son adolescence. Il a grandi dans une famille modeste du Queens. Il a fréquenté l'école publique. Il était assez insouciant, membre de l'équipe de natation et sortait avec des filles.
Mais je pense qu'il n'y avait aucun signe qui le destinait à devenir un homme aussi important de Wall Street. C'est quelqu'un qui a une faille dans son enfance. Et il aurait aimé faire de grandes études, qu'il n'a pas pu faire. Il aurait aimé, il avait un petit côté de frustration sociale parce qu'il voyait bien qu'il n'appartenait pas dans la grande société. Son père a eu des soucis professionnels et donc c'est quelqu'un qui avait une sorte de vengeance sociale à prendre. Bernard Madoff ne possède que 2 diplômes, un certificat de maître nageur et une licence en sciences politiques. Il épouse une fille rencontrée au lycée, elle s'appelle Ruth. Elle est pétillante, drôle et moins timide que lui. Ils se marient dans leur quartier d'origine, le Laurelton, et prennent un petit appartement dans le Bayside en restant dans le Queens. Mais Bernard Madoff aspire déjà à mieux. C'est grâce à son beau-père, expert comptable, qu'il constitue son premier portefeuille de clients. Bernard Madoff peut ainsi ouvrir une société d'investissement à 22 ans, alors qu'il est encore maître nageur sur les plages de Long Island. Il est parti de rien pour monter une petite société de courtage. Ensuite, de là, il est devenu particulièrement innovant dans le secteur boursier. Beaucoup de choses que nous encensons encore aujourd'hui, tant aux États-Unis que partout ailleurs, et qui permettent de faciliter les échanges boursiers, sont des innovations qui ont émergé de la société de Bernard Madoff. Ainsi, il a constitué une incroyable entreprise de courtage, à tel point que pas moins de 10% des opérations d'échange de Wall Street transitaient par sa société. C'était une belle histoire, comme les Américains l'aiment. C'est-à-dire un maître nageur qui va devenir un des rois de Wall Street. Sa société de courtage fonctionne bien. Il veut aller plus loin. C'est un très bon courtier, il se met à gagner beaucoup d'argent parce qu'il a informatisé un certain nombre de tâches qui jusque-là étaient manuelles et il devient une belle maison de courtage. Seulement, il n'est que courtier. Courtier, c'est un petit métier à la bourse. Vous êtes un peu méprisé par les grands établissements financiers et il sait que dans leur regard, il n'est qu'un exécutant, c'est pas un créatif. Cette frustration pousse Bernard Madoff à se diversifier en cherchant à entrer dans le monde des investisseurs, mais aussi en innovant. Parmi les premiers à comprendre qu'avec les ordinateurs, la bourse ne sera plus jamais la même, il participe à la fondation du Nasdaq, le premier marché boursier électronique où tout est informatisé. Il a gravi les échelons à Wall Street jusqu'à devenir vice-président du Nasdaq. Donc c'était quelqu'un qui avait pignon sur rue, en qui les institutions financières avaient confiance. Il décroche une liste interminable de postes de direction, au Nasdaq, le titre de meilleur négociateur du marché financier, et on pourrait continuer longtemps comme ça. Il a même failli être élu homme de l'année, la récompense suprême. Il est possible de remplir tout un CV avec toutes les distinctions qu'il a reçues. Il était dans un monde où personne ne le soupçonnait, il était insoupçonnable, il faisait partie des moteurs du système. Bernard Madoff obtient une vraie légitimité à Wall Street et la reconnaissance de ses pairs. Pour autant, son moteur principal n'est pas l'argent. Je ne pense pas qu'il soit cupide, parce que quand on regarde l'argent qu'il a redistribué à un certain nombre de gens avant sa chute, il a un peu tapé dans son patrimoine. Et donc, non, c'est pas ce mécanisme-là. Lui, il a une espèce de détachement par rapport à l'argent. Et c'est aussi un des clés de son escroquerie, c'est que pour lui, l'argent, finalement, c'est que de l'argent. Il vivait bien. Et pour revenir à l'argent, je pense qu'il était probablement arrivé au même point que la plupart des criminels en col blanc pour lesquels l'argent ne signifie plus rien. Il faisait toujours partie des personnes les mieux payées de Wall Street. Il avait une vie très très confortable. Alors la question est, était-ce pour l'argent? Je ne le pense pas. Était-ce pour le prestige ou la notoriété? Il n'a jamais décroché de reconnaissance publique, si je peux le dire ainsi. Ce sont les investisseurs pour lesquels il travaillait qui l'appréciaient. Fort de son succès, Bernard Madoff installe son empire au Lipstick Building sur 3 étages. Il aménage sa société de courtage au 18e et 19e et établit au 17e son fonds d'investissement réservé à ses activités illégales et surnommé The Cage. La séparation entre l'étage où Madoff exerçait ses activités de courtage légales et celui où il a monté sa pyramide de Ponzi était voulue et ressemblait à la muraille de Chine.
Madoff construisait concrètement sa pyramide de Ponzi sur des ordinateurs IBM périmés qui lui produisaient de faux rapports et des confirmations d'échanges factices. Les deux équipes d'employés ne communiquaient pas entre elles. C'était silence radio. Tout au long de son ascension, Madoff croit en sa bonne étoile, d'autant que rien ne vient enrayer la spirale infernale dans laquelle il s'est laissé entraîner. Ce qu'il reconnaît à demi-mot. Because of the success I had, and because I was sort of always going up against difficult odds, I probably didn't think long and hard enough about some of the things that I did, like, getting into the problem where I started to go off the tracks, and I was able to convince myself that this was, a temporary situation, and because of all my success, I sort of was going to be able to continue to do that, and probably, just didn't give it enough thought. Sa réussite aveugle tout le monde. Même la SEC, la Security Exchange Commission, le gendarme de la bourse aux États-Unis. Bernard Madoff obtient la confiance de ses membres et ose même devenir leur principal conseiller sur les règles de contrôle et de transparence. Il participe à toutes leurs réunions sans aucun scrupule. Je pense qu'en général, la plupart des acteurs des marchés financiers se conforment aux règles. Ils n'essayent pas de désavantager quiconque. Madoff était habilité pour travailler conjointement avec les gens de la SEC et de leur dire ce qu'il fallait faire, au point de leur imposer de ne pas mettre en place certaines régulations. Et je pense qu'il ne s'agit pas juste d'une erreur, mais que quelqu'un contrôlait les enquêtes en protégeant Madoff. On croyait en lui. Et cette relation de confiance lui permettait de ne pas être surveillé comme il aurait dû l'être. Ils ont quand même enquêté une douzaine de fois sur lui. Malgré ces enquêtes de la SEC, les investigations n'ont rien donné. Et pour cause, ils ne se sont jamais rendus au 17e étage, dans les bureaux du fonds d'investissement secret. Bernard Madoff a toujours pu compter sur la cécité des autorités, comme sur celle de ses employés qui ne semblent pas être au courant de l'escroquerie. Il récompensait généreusement ses employés, ceux qui garantissaient leur silence. Il les laissait complètement dans l'ignorance. Le paradoxe, c'est que beaucoup de gens le croyaient gentil. Il était généreux avec ses équipes. Mais de toute évidence, quelqu'un qui ressent de l'empathie pour ses semblables ne pourrait pas agir comme lui. Son système bien rodé lui permet de vivre sans scrupules avec un niveau de vie élevé. Il possède un penthouse près de Central Park, une villa à Long Island, une autre à Palm Beach et un yacht. Il fréquente les bars d'hôtel dans le Financial District de Manhattan et figure sur la liste des invités de toutes les soirées et des galas de charité. Il descend aussi régulièrement à l'hôtel Breakers à Palm Beach. Il s'y comporte en prince et ne souhaite pas être dérangé par les petites gens. Mais quelle image renvoie-t-il réellement à ses victimes? Est-ce un flambeur? Il n'a pas cette superbe qu'ont un certain nombre de gens de la finance, arrogants, avec des costumes à 10 000 $. Et il n'est pas du tout comme ça. Et c'est aussi une des clés de son escroquerie. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui a un côté flambeur, vous vous dites il fait ça avec mon argent. Et Bernard Madoff, beaucoup de ses victimes, trouvaient que vraiment ça devait être un bon gestionnaire, très rigoureux, parce qu'on ne voyait pas où passait l'argent des commissions. Et donc ça, c'est très simple. D'ailleurs, sa cantine préférée, où il se rend avec sa femme, n'est qu'un sympathique restaurant italien, le Primola. Sans prétention, ils y ont leurs habitudes. Arrivé à 18h30, il demande une table tranquille et commande toujours la même chose. Pour lui, du poulet et un verre de vin rouge. Il boit très peu d'alcool. Pour elle, du poisson. Il reste moins d'une heure et laisse un pourboire de 20%. Un niveau de vie plus qu'agréable, mais aucune frénésie de dépenses. Les Madoff étaient des gens riches. Ils possédaient plusieurs résidences, des actions, un jet, des yachts. Pourtant, en comparaison du niveau de vie des dirigeants des hedge funds à la même époque,
Les Madoff n'étaient pas si extraordinairement différents ou plus dépensiers. Ils menaient une vie relativement modeste selon les critères de ces hedge funds. Alors quelle est sa vraie nature? Que se passe-t-il dans sa tête lorsqu'il escroque ses victimes? Au-delà de la revanche sociale, quel est son moteur? C'est un provocateur et c'est quelqu'un qui va s'appliquer à maîtriser tous les tenants et les aboutissants de sa fiction. À telle enseigne qu'il va y croire. À un moment, il a voulu grandir, grossir, devenir dominateur dans son secteur. Et c'est le moment où la folie de la spéculation prend le dessus. Bernard Madoff adopte alors une attitude impériale et se considère très au-dessus de la norme, ce qu'il semble reconnaître aisément. Just being able to sort of succeed in that, and then, all of a sudden having, a mindset where you feel you can almost accomplish, anything. And I built my confidence up to a level where I felt that, there was nothing that I couldn't attain, and it became like a challenge for me to sort of go up against the establishment and try and break into the business. Rien ne semblait pouvoir l'atteindre. Un monstre froid. Journalistes et psychologues ont envisagé toutes les hypothèses. Psychopathie, schizophrénie, sociopathie. De quelle pathologie souffre-t-il? On peut dire par certains aspects qu'il est psychopathe. C'est un homme charmant et manipulateur qui cache ses motivations et ment de façon pathologique. Mais vous retrouvez ces traits de caractère chez les gens qui ne commettent pas des crimes et qui sont de simples hommes d'affaires efficaces. C'est la loi du genre. Il était certainement un peu obsessionnel et compulsif. Par exemple, il ne supportait pas les stores à moitié fermés dans son bureau. Il lui fallait des codes de couleur d'une certaine manière. Il est un peu schizophrène dans la mesure où il a le sentiment d'être pris au piège et de ne pas. Et c'est ce qui s'est passé à un moment. Son escroquerie n'a plus fonctionné et donc il est allé encore plus loin et il en a fait l'escroquerie qu'on connaît, planétaire, et en collectant de plus en plus de fonds pour pouvoir servir les intérêts et que personne ne découvre son escroquerie. Un bureau en désordre, des rayures, des stores baissés peuvent agacer Bernard Madoff. S'il se présente comme le gentil et chaleureux oncle Bernie, il se révèle en fait distant, maniaque et calculateur. J'ai rencontré Madoff à 2 reprises. Il était silencieux, ne semblait pas vouloir beaucoup parler. Il n'a pas été très chaleureux quand je l'ai rencontré. Pas causant, comme on dit. Ce n'est pas le genre de type à vous donner une tape dans le dos et vous proposer d'aller boire un verre. Une fois, quelqu'un m'a même rapporté qu'il n'aimait pas venir au Palm Beach Club, car tout le monde voulait lui parler de son fond, de ce qu'il ne souhaitait pas. Il a toujours affirmé qu'il venait juste là pour jouer au golf. Le vernis d'homme respectable et respecté commence pourtant à craqueler quand l'analyste financier Harry Markopoulos envoie successivement 4 rapports à la SEC, le gendarme américain de la bourse. Entre 1999 et 2008, il tente de convaincre les autorités de régulation que le fonds Madoff dissimule en fait la plus grande escroquerie du monde. En vain, ces rapports n'ont jamais été pris en compte. Malheureusement, ils n'ont pas répondu à mes rapports de 2001, 2005, 2007 et 2008. Voilà où on en est aujourd'hui. Une fraude qui aurait pu s'arrêter à 7 milliards de dollars en 2000 et qui se porte aujourd'hui à 50 milliards de dollars. Certains clients commencent également à émettre des doutes. Mon client a senti que quelque chose d'illégal se passait. Ce particulier était contrarié car les rendements de Madoff ont baissé jusqu'à 8% ou 10%. J'ai contacté Madoff pour lui demander comment fonctionnait sa société. Il a répondu « Je ne vous répondrai pas à cela, c'est ma propriété ». Je m'attendais à cette réponse. Et je lui ai demandé alors ce que je pouvais dire à mon client pour le rassurer. Madoff m'a répondu qu'il pouvait faire gagner de l'argent quand le marché était en hausse ou en baisse, mais jamais quand il était stable. Bernard Madoff a toujours esquivé les questions de ses clients. Il répondait de manière évasive. Jusqu'à l'été 2008, où les demandes se font de plus en plus pressantes. Il a des alertes très sérieuses. Il sait que
Il ne va pas pouvoir payer les intérêts, il tape un peu dans sa réserve personnelle et il est un petit peu pris à la gorge. Il le dit d'ailleurs à quelques-uns de ses clients en disant la période est compliquée, il essaye de les convaincre de rester dans son fonds, c'est la première fois. À partir de ce moment-là, pendant cet été, il va se refermer de plus en plus sur lui et puis très vite, il comprend qu'il ne tiendra plus, que c'est la fin. Après la chute de la banque Lehman Brothers, la crise s'accentue et les clients de Madoff demandent à récupérer leurs capitaux. Bernard Madoff doit réunir 7 milliards de dollars. Il ne peut évidemment pas les sortir. Quand la crise a éclaté, les établissements financiers, les clients des banques, les gérants qui avaient placé de l'argent sur les marchés financiers se sont retrouvés confrontés à des pertes importantes et ont voulu les compenser en vendant une partie de leurs actifs qu'ils possédaient chez Madoff. Et c'est à ce moment-là, devant les proportions qu'ont pris ces demandes de rachat, comme on dit, que Madoff s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas les satisfaire. Cet argent n'existait pas. Madoff s'est dit à ce moment-là que c'était fini, enfin, qu'il était fichu, que l'escroquerie allait exploser. Le 10 décembre 2008, acculé, il convoque ses deux fils qui travaillent avec lui pour tout leur avouer. Il savait que sa pyramide de Ponzi allait bientôt s'effondrer. Le FBI allait certainement venir frapper à la porte de son penthouse. Je pense qu'il a tout orchestré intelligemment. Il a d'abord tout dit à son frère Peter, puis à ses enfants. C'est eux qui ont dénoncé leur père à la police. Laisser ses enfants le dénoncer constitue une manière pour Bernard Madoff de les protéger en levant tout soupçon sur eux. C'est aussi une façon de mettre fin à une escroquerie qui l'épuise. Il leur dit notamment, il faut que ça cesse, tout ça ne peut pas continuer parce qu'il est pris à la gorge, hein. Il n'a plus les moyens d'honorer une échéance. Madoff a donné le sentiment que cet événement pour lui était quelque chose de salvateur, une sorte de grand soulagement, comme s'il avait conscience que de toute façon ça ne pouvait pas durer toujours et qu'un jour ou l'autre ça éclaterait et que d'une certaine façon le plus tôt était le mieux. Une fois l'escroquerie révélée à ses enfants, il sait qu'il n'a plus que quelques heures devant lui. Étonnamment, il préfère les passer en compagnie de ses salariés pour la fête de Noël de sa société. Il sait très bien que l'escroquerie va exploser le lendemain ou le surlendemain dans la presse, que la police va arriver, mais il a besoin aussi de passer un bon moment. C'est un tricheur, c'est un joueur. Depuis le début, c'est un joueur, donc il joue aussi dans cette dernière réunion. Quand vous êtes le seul à savoir que le lendemain tout va s'arrêter et que vous voyez les gens boire une coupe de champagne, profiter, jouer avec les enfants, puisque c'est le Noël de son entreprise. Il sait que tout ça, le théâtre, va s'arrêter, mais il en jouit. Même dans les derniers moments de sa liberté, Bernard Madoff veut tout contrôler et conserver sa respectabilité. Jusqu'à la fin, il demeure dans le cercle très fermé des meilleurs financiers des États-Unis, au point d'être pressenti comme futur président de la SEC, l'autorité de régulation de la bourse américaine. Arrêté le 11 décembre au matin, il ressort sous une caution de 10 millions de dollars, assortie d'une assignation à résidence dans son penthouse. C'est là que Madoff reçoit des appels incessants avec une multitude de journalistes en bas de chez lui. Il est harcelé, encerclé, il se sent dépassé et tente de se suicider avec des médicaments le jour de Noël. Je pense que si Madoff a raté son suicide, c'est qu'il n'a pas ce sentiment de culpabilité. Si vous vous suicidez, c'est parce que vous avez un sentiment de culpabilité vis-à-vis de vos victimes. Mais lui ne l'a pas. Cette tentative ratée apparaît aux yeux de tous comme une énième parade. En fait, il a toujours fait preuve de l'optimisme indéfectible de ceux qui viennent de loin et qui arrivent toujours à se sortir d'affaire. En juin 2009, le procès tant attendu s'ouvre. Bernard Madoff décide de plaider coupable afin d'atténuer sa peine. Dans la législation américaine, cela signifie qu'il n'y a ni débat ni enquête. Il déclare tout au long du procès qu'il est le seul responsable et nie toute complicité. Je pense que c'est une défense intelligente et que ça met un terme immédiat, instantané, à toute velléité d'enquête. Et qu'à partir de ce constat factuel, tous les scénarios sont possibles. Est-ce qu'il a protégé des gens? Est-ce qu'il s'est protégé d'une certaine manière?
J'ai du doute que Madoff ait pu légitimement fonctionner tout seul. Ça me semble beaucoup pour un seul homme. S'adresse-t-il à ses victimes? Il ne semble éprouver aucune compassion. Est-ce qu'il a émis un quelconque remords? Non, au contraire. Il a été combatif et il a dit d'une certaine manière c'était bien fait pour mes victimes. On ne peut pas dire qu'ils font en larmes ou qu'ils s'excusent. Il a un côté très... bon, voilà, ça fait partie du jeu. Madoff lui-même a déclaré qu'il avait essayé de s'excuser auprès de ses victimes. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a dit qu'il se souvenait d'avoir vu les pancartes « Bernie saute » et que cela l'a profondément blessé. Mais vous savez, Madoff a un comportement ambivalent par rapport aux victimes, au point d'être à la fois désolé et en colère, comme un sentiment mélangé. Madoff n'éprouve non seulement aucun sentiment de culpabilité, mais il ne mesure toujours pas l'ampleur des dégâts qu'il a pu commettre. De sa prison, il s'exprime à ce sujet. Or wasn't frightened enough to say to myself, I can't do this, I can't take the risk, or I shouldn't be taking the risk, because clearly I didn't give enough thought to that. When I look back, I couldn't have said no. You know, it wasn't like I was being blackmailed, into doing something, or I was afraid, even afraid of sort of getting caught doing it. I sort of rationalized that what I was doing was okay. It wasn't going to hurt anybody. It was a temporary thing, and because of the success that I've had and the money I made for people, I sort of felt it would just sort of be a temporary situation, acceptable. Condamné à 150 années de prison, il est transféré dans une centrale de Caroline du Nord. Il y retrouve rapidement un semblant de respectabilité aux yeux de ses codétenus, mais considère que sa peine est injuste. En prison, on le respecte car il a été l'un des plus grands criminels de la finance de l'histoire. C'est aussi quelqu'un de brillant auprès de qui on peut obtenir des conseils financiers. D'ailleurs, il est en fait l'un de ceux qui gèrent la cantine. En prison, c'est la personne qui a le plus de jugeote en matière de business. Il n'a pas très envie de parler de sa situation actuelle en prison. Tout compte fait, il n'y a pas vécu de période difficile. C'est une prison fédérale de sécurité moyenne et il a été plutôt bien accueilli par les autres détenus. C'est un peu une célébrité avec toute l'attention que les médias lui ont accordée. Il m'a quand même exprimé sa rage à propos de ce qu'il appelle le deux poids, deux mesures. Et c'est un point qui est très intéressant. La banque multinationale HSBC s'est acquittée d'une amende de 1,5 milliard de dollars en raison de son implication dans le financement du terrorisme et du blanchiment de l'argent des cartels. Est-ce qu'un seul responsable d'HSBC est en prison? Non. Il ne sortira jamais de prison. Plutôt que de subir, Bernard Madoff préfère s'adonner à son jeu favori, gérer l'argent des autres. Il s'est dernièrement accaparé le marché du chocolat chaud en rachetant à l'intendant de la prison tous les paquets de la marque Swiss Miss et en les revendant plus cher dans la cour de la centrale. C'est une pathologie, à mon avis, c'est une névrose obsessionnelle compulsive. C'est un besoin évident de s'affirmer, d'exister à l'égard des autres et de se rendre indispensable. Bien souvent, il a un besoin intime de tricher. Il a un besoin intime de réussir sur la base d'une personnalité qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que l'imposteur, c'est d'abord celui qui, en séduisant les autres, se séduit lui-même. Certains s'interrogent tout de même sur cette capacité hors du commun à s'attirer la sympathie des autres détenus. Seulement 10 milliards sur les 50 détournés ont refait surface et il ne faudrait surtout pas que les bénéficiaires de l'escroquerie soient identifiés. Dans la prison où il est entouré avec des mafieux de New York qui sont eux-mêmes en prison et qui sont là sans doute pour garantir son silence. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais à plusieurs reprises, devant les magistrats, il a énergiquement refusé de remonter au-delà de lui. C'est-à-dire, il a dit « mais non, mais je prends toutes les responsabilités, c'est moi, j'ai fait ça tout seul ». Énormément d'argent a disparu. Où est passé cet argent? On ne le sait pas.
Il s'est mis à l'abri. Certes, ils sont tous des voyous, mais le plus grand des voyous, c'est lui. Pendant sa détention, il apprend qu'un de ses fils s'est suicidé le jour de l'anniversaire de son arrestation en 2010. 4 ans plus tard, le 3 septembre 2014, son second fils meurt du cancer. Bernard Madoff appelle le jour même Eugène Soltès. C'est une véritable tragédie. Mais là encore, il ne s'effondre pas. Le téléphone sonne. C'est un appel de la prison fédérale. Est-ce que vous l'acceptez? Naturellement, j'accepte et c'est Bernie. Et permettez-moi de revenir en arrière. J'étais en train de lire sur Internet l'histoire de son fils quelques heures auparavant et son père m'appelle. Ce n'est pas Bernie Madoff qui me téléphone une nouvelle fois, c'est un père qui appelle alors que je suis en train de lire un article sur la mort de son fils. Je ne sais pas quoi dire et je reste sans voix. Et il dit « Je vais bien, je vais bien. Mercredi dernier, nous parlions des industries suisses. Est-ce que nous pouvons revenir à ce sujet ?» Et en plus de ça, les appels sont limités à 15 minutes. Et pendant les 10 minutes suivantes, il m'a posé des questions techniques sur l'industrie. Cela montre à quel point il est capable de compartimenter les informations, que ce soit la plus terrible des tragédies qu'il puisse entendre ou une bonne nouvelle. Les choses arrivent, il les trie, les met dans une case et va de l'avant. On peut dire qu'il a perdu sa famille, il a tout perdu, et cela aurait détruit n'importe qui. Je dirais que Bernie Madoff ne voit pas la réalité de la même manière que les autres. Quant au rôle de son épouse, les avis sont partagés. Présente au quotidien dans les bureaux du Lipstick Building, il est difficilement imaginable qu'elle ne soit au courant de rien. Elle n'a jamais demandé le divorce, mais le bilan demeure sordide. Ses 2 fils décédés, son mari en prison, sa vie détruite. Quelques jours avant que tout s'écroule, il a demandé à sa femme de planquer de l'argent. Beaucoup de personnes cyniques supposent qu'elle était impliquée. Franchement, je ne sais pas, mais je veux croire qu'elle est innocente et qu'elle ignorait ce qui se tramait. Je ne veux pas l'accabler trop vite. Au final, j'avais raison. Il n'y a aucune preuve qui montre son implication. C'est donc également une victime. Elle n'a jamais été impliquée directement. Il y a beaucoup d'allégations à son sujet. Elle a été par exemple particulièrement maltraitée par la presse tabloïde. Ils l'ont mitraillée au moment où elle sortait les poubelles ou dans le métro. Des choses comme ça. Sa femme dit qu'elle était informée de rien, mais enfin, lorsqu'on connaît la proximité qu'il avait avec sa femme, on peut légitimement se poser la question de savoir si elle n'était pas véritablement informée. Alors non pas de tous les rouages, mais en tout cas du fait que la grosse partie du travail de son époux était totalement frauduleuse. Madoff restera dans l'histoire moderne comme le plus grand des criminels en col blanc. Mais ses motivations demeureront à jamais mystérieuses, même pour ceux qui communiquent avec lui depuis sa cellule. Quand on évoque les fraudes et les criminels en col blanc, Madoff apparaît comme l'archétype de l'escroc. C'est une image de conte de fées, alors qu'il a détruit non seulement financièrement, mais aussi physiquement des tas et des tas de gens. Encore aujourd'hui, Bernard Madoff tente de minimiser sa responsabilité dans la gigantesque escroquerie qu'il a orchestrée, en se considérant comme le bouc émissaire du système financier. Colin Herren lit une des premières lettres qu'il lui a écrites à ce sujet. Je suis convaincue que quelque chose doit être fait pour mieux comprendre comment des personnes comme moi se mettent dans de telles situations. Il semblerait que ce soit le chaînon manquant dans la solution à la crise qui ronge le paysage financier. Bien sûr, c'est plus simple d'affirmer que nous ne sommes que de la mauvaise graine et que rien ne peut être mis en place. Je sais au fond de moi que je ne tomberai pas dans cette catégorie. Ce serait tellement plus facile pour ma tranquillité d'esprit de croire à ça. Au contraire, je passe mes jours à essayer de comprendre comment je me suis autorisée à faire ce que j'ai fait. Oui, je suis coupable. Je ne l'ai jamais nié. Oui, j'y ai été incitée avec l'aide d'autres, mais on ne voit pas le fond du problème, ni qu'il est nécessaire de faire de la prévention. C'est malheureux, mais c'est de cette façon que fonctionne notre système. Le procureur ne souhaite que poursuivre et monter un dossier qui le fera gagner. Le juge n'a jamais accès aux réelles circonstances qui sont à l'origine du dossier. Ce qui est le pire, c'est que dans la criminalité financière, il n'y a aucune compréhension du paysage financier. Je pourrais poursuivre, mais vous avez compris mon propos. Bernard Madoff marquera à jamais la légende des escrocs en col blanc. Sa singulière pathologie l'empêchera de reconnaître un jour sa pleine responsabilité dans la plus grande arnaque de tous les temps.
S'il réussit à fasciner autant les spécialistes par son aptitude à masquer sa malhonnêteté, il paye aujourd'hui le prix fort, tout comme ses proches. Pour autant, prisonnier de sa structure mentale, il n'avouera sans doute à aucun moment ce qu'il a fait de la majorité de l'argent détourné et emportera son secret dans la tombe.